bienvenue à tous. On est très heureux de vous avoir et déjà 100, 117, 118, 119 personnes. Sans doute, Coralie, on attend quelques instants pour pouvoir laisser le temps aux gens d'arriver et, euh, et puis on va ensuite commencer, si bien que Virginie, moi-même, nous nous mettons en off et nous allons vous laisser le pilotage de cette soirée thématique destinée aux patients et animée par nos associations de patients. Merci beaucoup à tous et ça va bientôt commencer. Merci Alexandre, merci Virginie. Bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui se connectent, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la fatigue co-organisé par le réseau de recherche CRI Immediate, la filière FAI2R et les associations de patients partenaires. Donc, je suis Coralie Bouillot, représentante de patients au sein des réseaux européens de référence IRN Reconnect et patiente moi-même puisque je suis atteinte de la maladie de Sjögren. J'ai le plaisir ce soir de vous accompagner durant ce webinaire portant sur une préoccupation majeure des patients. La fatigue est en effet un symptôme extrêmement présent et commun aux pathologies auto-immunes et aux inflammatoires qui nous intéressent aujourd'hui. Si l'on se penche brièvement sur quelques chiffres publiés dans la littérature scientifique récemment, ce sont 84% de patients atteints de sclérodermie, 88% pour les patients Sjögren et jusqu'à 90% de patients atteints de lupus qui citent la fatigue comme symptôme les handicapant au quotidien. Donc, pour en parler avec nous ce soir, le professeur Laurent Arnaud, Bonsoir. professeur de rhumatologie à la faculté de médecine de Strasbourg, très impliqué dans la prise en charge des maladies auto-immunes, particulièrement du lupus, dont il assure la coordination européenne au sein des réseaux IRN. Il est par ailleurs président de la Société européenne du lupus. Professeur Arnaud est très présent sur les réseaux sociaux et je vous invite à le suivre sur X, anciennement Twitter, si vous y êtes connecté, où il partage énormément de contenu accessible à tous. À ses côtés, le professeur Tran, pédiatre, chef de service de pédiatrie au CHU de Nîmes, est responsable du centre de compétences des maladies auto-inflammatoires et rhumatologiques de l'enfant de la filière FAI2R. Auteur de 2 ouvrages consacrés à la méditation autour du soin, le professeur Tran dirige le diplôme universitaire Méditation et Santé à l'université Montpellier-Nîmes. Il anime par ailleurs des émissions télé et radio sur ce thème innovant, méditation et santé, thème que je vous invite à découvrir sur YouTube ou en podcast. Nos 2 témoins aujourd'hui sont Élise et Guillaume. Bonsoir à tous les deux. Élise a été diagnostiquée à 8 ans d'une arthrite juvénile idiopathique. Elle est aujourd'hui étudiante, éducatrice de jeunes enfants à Nîmes. Alors, doit-on y voir un signe? Elle nous racontera son parcours. Guillaume, 26 ans aujourd'hui, a quant à lui été diagnostiqué d'arthrite juvénile également, mais à l'âge de 2 ans. Merci à vous deux d'être parmi nous. Quelques infos pratiques avant de démarrer. Vous pouvez poser vos questions pendant les interventions en direct dans la petite boîte Q et R que vous trouverez tout en bas de votre écran Zoom. On essaiera de prendre quelques minutes pour y répondre à la fin de chaque intervention. Et nous avons reçu énormément de questions en préalable que nous essaierons de traiter dans le dernier quart d'heure de ce webinaire. Sans plus attendre, professeur Arnaud, quelle est l'explication du mécanisme de la fatigue? Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, hein. Je suis très honoré d'être avec vous ce soir. On va faire défiler les diapos. Je veux bien voir la première diapo. Et voilà, je voulais partager avec vous, juste pour commencer, un résultat dans le domaine du lupus systémique. Alors je crois que Coralie, vous l'avez vraiment très bien souligné en introduction. La fatigue, c'est véritablement une manifestation qui est à la fois très fréquente, mais qui est également très invalidante dans les maladies auto-immunes et inflammatoires au sens large. Donc, je voulais juste vous présenter ces données, hein, d'un travail européen que j'ai eu la chance de coordonner, mais qui a été initié par l'association de patients Lupus Europe. Vous voyez que c'est un gros échantillon de personnes atteintes de lupus qui ont participé, hein, un peu plus de 4370 personnes, 35 pays de l'Union européenne. Et on a demandé à ces participants quelles étaient les manifestations les plus fréquentes et les plus invalidantes de la maladie. Et vous voyez que ce qui sort en numéro 1, c'est la fatigue. Donc merci beaucoup d'organiser un webinaire sur ce thème ce soir en associant
les associations de patients, la FAI2R, les patients. Je crois que c'est très important qu'on puisse tous discuter autour de cette thématique qui est une thématique un peu négligée. Et simplement pour enchaîner, je voulais vous poser cette question. On va parler de fatigue toute la soirée. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la fatigue? Et on se rend bien compte que si on essaye de prendre un stylo et d'écrire une définition de la fatigue, en fait, c'est assez compliqué. On trouve très facilement des synonymes, mais une définition de la fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Alors, je voulais partager avec vous la définition du dictionnaire de l'Académie française, parce qu'elle fait référence, et je trouve qu'elle est intéressante à plusieurs titres. Alors, je vais vous lire cette définition, et je pense que vous allez tout de suite avoir une réaction, à mon avis, tous qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, la fatigue est définie comme un état de lassitude qui est provoqué par une trop grande dépense de force due à un travail excessif ou à un effort prolongé. Et ça, je pense que c'est véritablement quelque chose que la plupart des patients ont vécu, ce commentaire que la fatigue est forcément liée à une dépense d'énergie. Et je serais curieux de savoir qui parmi vous a déjà entendu ce commentaire. Comment est-ce que tu peux être fatigué alors que tu n'as rien fait aujourd'hui? Et je crois qu'il y a là une confusion, une définition de la fatigue, pourquoi pas un état de lassitude, mais on voit qu'on nous propose ici une explication ou une cause, et que c'est certainement vrai dans certaines circonstances, mais que ça n'est certainement pas une généralité, et que notamment au cours des maladies inflammatoires et auto-immunes, eh bien, la fatigue n'est pas toujours liée à une dépense d'énergie. On peut ne pas avoir fait d'efforts particuliers et être très profondément fatigué dans ces maladies. Je trouve que cette définition, elle est vraiment emblématique parce qu'elle souligne cette confusion. Alors du coup, vous m'avez demandé de discuter des grandes causes de fatigue. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que la fatigue est extrêmement multifactorielle. En général, on n'a pas une cause en particulier qui explique la fatigue chez une personne donnée, mais c'est une combinaison d'éléments. Et ce que je vous propose, c'est qu'on les parcourt brièvement puis qu'on en discute. La première chose, et c'est ce qui va vous amener finalement en consultation auprès de votre rhumatologue, c'est la maladie active, la maladie auto-immune et inflammatoire. Et ça, je pense qu'on comprend bien que lorsque la maladie est active, eh bien, le système immunitaire est activé et il va y avoir production de molécules qui sont des molécules de l'inflammation, ce que nous, on appelle en termes techniques des cytokines pro-inflammatoires. Et ces cytokines pro-inflammatoires, je vais en citer une ou deux, par exemple, le TNF. Vous savez sûrement qu'il y a des inhibiteurs du TNF qu'on peut utiliser pour traiter, hein, ou l'IL-1 ou l'IL-6. En tout cas, ces cytokines pro-inflammatoires, elles vont en elles-mêmes déclencher une fatigue. Donc, c'est assez normal, assez attendu, si le rhumatisme inflammatoire, si la maladie auto-immune est active, qu'on ressente une fatigue parfois profonde. Et la solution, on en reparlera tout à l'heure, mais à ce moment-là, c'est de traiter l'activité inflammatoire de la maladie. Il y a une deuxième grande famille de causes, ce sont les séquelles liées à la maladie. Si vous avez malheureusement fait une atteinte grave du cœur ou du rein et que vous avez une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale, par exemple, séquellaire, eh bien ça, on sait à travers de très nombreuses études que ce sont des causes de fatigue assez profondes. Le troisième groupe, ce sont des maladies authentiques qui vont être associées au diagnostic de départ, des comorbidités. Alors, je vous donne un exemple. J'ai mis par exemple apnée du sommeil. On sait que beaucoup de patients qui ont des maladies inflammatoires, des maladies immunologiques, vont recevoir un traitement par cortisone, corticoïde. Et on sait que le traitement par corticoïde est souvent associé à une prise de poids rapide. Et que cette prise de poids peut être associée à une apnée du sommeil. Donc ça, c'est pour les gens qui ronflent, les gens qui font des apnées pendant le sommeil. Je pense que vous le savez, ça va déterminer un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Et donc le lendemain, on va avoir une fatigue extrêmement profonde, parfois un endormissement inopiné dans n'importe quelle circonstance. Donc ça fait partie des causes qu'il faut évidemment évaluer. Et j'en vois d'autres. Par exemple, on peut avoir d'autres maladies auto-immunes. On sait que les maladies auto-immunes viennent souvent ensemble. Et par exemple, si on a un lupus systémique ou une polyarthrite rhumatoïde ou un Sjögren, eh bien, on peut avoir une maladie auto-immune de la thyroïde en même temps, une hypothyroïdie ou parfois une hyperthyroïdie. Et ça, ce sont des causes importantes de fatigue. Alors, il y a d'autres groupes de causes dont il faut qu'on discute. Et je crois qu'une cause vraiment à la fois fréquente et importante de fatigue, c'est l'association avec la douleur et la douleur chronique. Et là, il y a deux perspectives différentes. Cette douleur, par exemple articulaire, elle peut être liée à l'activité de la maladie. Par exemple, un lupus systémique actif,
eh bien, va déterminer parfois des arthralgies inflammatoires, et ça peut déclencher une fatigue. Il y a un autre groupe, c'est ces douleurs chroniques sans que la maladie ne soit active. Et je vous en reparlerai dans un instant. Par exemple, dans le cas d'une fibromyalgie, qui reste une maladie assez mystérieuse, où on associe toute une série de symptômes complexes et que souvent le médecin n'a pas d'explication particulière à proposer. Et ça, c'est évidemment une source à la fois de douleurs chroniques et de fatigue chronique, souvent inexpliquée. Puis le dernier élément, ce sont des éléments de nature plus peut-être psychologique. Recevoir un diagnostic d'une maladie auto-immune chronique qui va être incurable ou durer pendant des années, évidemment, ça peut générer du stress, de l'anxiété, parfois de la dépression. Et ces trois paramètres sont associés de manière certaine à une fatigue. Donc là encore, je voudrais simplement redire qu'il n'y a généralement pas une seule cause de fatigue, mais c'est une combinaison d'éléments qui, chez une personne donnée, va déterminer la fatigue. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir laquelle ou lesquelles de ces causes vont contribuer pour pouvoir proposer un traitement. Si on a affaire à l'activité inflammatoire de la maladie, la bonne personne pour répondre, c'est généralement votre médecin rhumatologue ou parfois immunologiste clinique. Et puis, à contrario, si on est dans des déterminants autres, bien généralement, il y a un bilan approfondi qui peut être réalisé avec l'aide du médecin traitant, par exemple. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, je voulais simplement vous montrer cette étude que je trouve intéressante, qu'on a pu conduire dans le service. On a, avec la participation de nos patients, recueilli des scores de fatigue et on a demandé à un ordinateur de regrouper les patients entre eux sous la forme de petits groupes de personnes qui se ressemblent sans intervention humaine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'ordinateur qui a lui-même fait des groupes. Et sur la base de ces données de fatigue, l'ordinateur nous a proposé 3 groupes différents. Alors, on va commencer par celui qui est à gauche, le cluster 1, qui représente une majorité des patients, des personnes qui étaient inclus dans cette étude. Eh bien, vous voyez que l'activité de la maladie lupique, le lupus, était à ce moment-là assez faible, et que ces personnes, ces patients, ressentaient finalement un peu de fatigue, mais qu'elle restait modérée. À l'opposé du spectre, on va maintenant se focaliser sur le cluster numéro 3. Les patients avaient une forte activité de la maladie inflammatoire, c'est-à-dire un lupus très actif. Alors, vous voyez que fort heureusement, ça ne représentait qu'une petite proportion de l'ensemble, et ces personnes étaient très fatiguées. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est finalement pas surprenant. Lorsqu'on a une sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, la fatigue est véritablement présente. Ce qui est plus difficile, et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ce cluster, c'est toutes les personnes qui appartiennent au cluster numéro 2. Ça représentait environ un quart des gens dans cette étude. La maladie était soit faiblement active, soit totalement inactive. Et ça contrastait avec une fatigue absolument majeure et généralement des éléments de la sphère de l'anxiété, de la dépression ou du stress. Et ce groupe spécifique est celui qui est le plus difficile à prendre en charge sur le plan thérapeutique. Ça peut donner lieu à des incompréhensions lorsqu'on discute avec son médecin et ce sera intéressant de revenir tout à l'heure sur les proportions et notamment les possibilités thérapeutiques qu'on a dans cette circonstance. Voilà, je vous remercie. Je crois que pour cette première partie, c'est les premiers éléments que je voulais partager avec vous. Merci, professeur. Ces explications étaient effectivement extrêmement claires, extrêmement vivantes. Ça ouvre d'autres questions, je pense, qui vont nous arriver. On verra ça peut-être un peu plus tard. Professeur Tran, maintenant, c'est à vous de nous présenter les différences, s'il en est, et quelles sont-elles, de la fatigue entre les enfants et celle des adultes. Professeur Tran. Oui, Merci. bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire passionnant. D'après avoir entendu le professeur Arnaud, c'est super ce qu'il a posé le décor. Alors, pour l'enfant, bon, alors je rajoute quelque chose qui est pas tout à fait différent de l'enfant, mais qui est commun avec l'adulte. C'est que la fatigue est sentie comme une baisse d'énergie. C'est pas une dépense excessive, mais une baisse d'énergie. Et cette baisse d'énergie, elle se trouve déjà dans le corps physique. C'est une sensation que les muscles n'ont pas la capacité à faire des efforts où ils voulaient faire. Capacité à être actif. Et souvent, il y a aussi la fatigue psychique. Ça veut dire que on se sentait moins que rien. Voilà. Et fatigue émotionnelle.
c'est ce qu'il a montré dans le cluster de 25% là, et également les capacités intellectuelles qui sont entamées. Alors, il y a une chose que je voulais dire tout de suite, c'est qu'il n'y en a pas de barrière entre ces différents 4 types de fatigue. Tout est impliqué. Vous ne pouvez pas avoir une fatigue physique sans être pessimiste sur le plan psychique et avoir des émotions de tristesse ou de découragement et l'envie de ne plus rien faire. Donc, c'est impliqué parce que l'homme, c'est soma et psyché, et tout ça en même temps, et interaction en permanence. Voilà, ça c'est un point très important pour remédier à la fatigue. Alors, chez l'enfant, la fatigue est pas très connue, hein, mais actuellement, les études ont montré qu'il y a jusqu'à 10 à 25% des enfants scolarisés sont fatigués, hein. Alors, chez les jeunes de 0 à 2 ans, cette baisse d'énergie, ça se reconnaît parce que les enfants ne vont pas dire je suis fatigué, mais c'est la somnolence, alternance avec des phases d'excitation et des pleurs paradoxaux. Ça veut dire que l'enfant, il est fatigué, mais il pleure ou il est excité plutôt que s'endormir, hein. Et plus tard, de 2 ans à 6 ans, on voit que c'est un enfant qui est en repli, passif, il s'isole. Et cette passivité et cet isolement est contrasté avec les enfants qui sont plutôt de nature curieuse, ouverte et expressive on a l'habitude de voir, hein. Donc, j'ai tendance à dire qu'un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui est fatigué et quelque chose ne va pas. Et à l'âge primaire, de l'école primaire, entre 6 et 12 ans, la fatigue se manifeste par une baisse du rendement scolaire. Quand on voit un enfant qui travaille pas bien, il faut douter qu'il a de la fatigue et il a souvent des signes accompagnateurs, par exemple un sommeil de mauvaise qualité et des symptômes physiques de type j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre ou ils font des malaises. Chez les plus grands, chez les préadolescents, il y a une réduction des performances intellectuelles, hein. Un repli sur soi, un repli sur le téléphone portable souvent, hein. Un manque d'enthousiasme et de dynamisme, une lassitude, comme disait le professeur Arnaud, et une somnolence dans la journée. Alors, le principal différence avec l'adulte, c'est, je réfère à ce schéma de Paul Marlin, qui est un neurobiologiste, et qui explique que le cerveau, il y en a 3 cerveaux en un, en fait. Vous avez, ça c'est selon l'évolution de l'espèce humaine, hein. Donc, vous avez le cerveau reptilien, qui est le cerveau très archaïque, qui conditionne les réactions de survie, hein, qui conditionne la tension, le pouls, etc. C'est reptilien pour fuir ou pour se battre quand le danger arrive. Et puis, ce cerveau-là, il est prédominant chez les enfants jusqu'à 5 à 6 ans. Et puis, vous avez le cerveau limbique qui est le cerveau émotionnel. Et ça, c'est le centre de l'émotion. Et pareil, ce cerveau qui est apparu chez les mammifères depuis 150 millions d'années, hein, et ce cerveau-là, c'est le cerveau émotionnel. Et il faut savoir que chez l'enfant, ces 2 cerveaux-là, limbique et reptilien, sont prédominants jusqu'à 5 et 6 ans. Et le néocortex qui verbalise, qui est au point de vue cognitif, qui pense, se développe, se mature entre 5 et 25 ans. Donc, vous voyez que l'enfant, il est sous l'emprise et il contrôle ses émotions et sa fatigue, ses sensations par le cerveau archaïque. Et du coup, l'enfant ne peut pas contrôler ses émotions ni son impulsivité. Et c'est ça que vous allez voir que, au point de vue expression de l'enfant, eh ben, c'est différent de l'adulte dans le sens où ils vont s'exprimer soit par un repli, soit par une explosion des émotions qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Voilà, c'est ça le principal. Donc, il y a 2 choses que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de barrière étanche entre les 4 niveaux de fatigue, intellectuelle, émotionnelle, physique et capacité émotionnelle, hein.
Et puis, chez l'enfant, c'est l'émotion qui est prédominante parce que le cerveau, il est immature. Voilà. D'accord, merci, merci professeur. Là, c'est très clair. Donc là, je crois qu'on a un panorama assez complet du mode d'expression de la fatigue, tant chez les adultes que chez les enfants. Donc maintenant, évidemment, la question qui nous brûle les lèvres à tous, à nous, patients, hein, ça ne sera pas une surprise pour vous, professeur Arnaud, professeur Tran. Y a-t-il des solutions et quelles sont-elles? Je laisse les adultes alors, non? Oui, alors bon, je suis ravi qu'on pose cette question, qui est une question qui est vraiment essentielle. La première chose, c'est je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de modestie. J'aimerais pouvoir aujourd'hui vous dire qu'on a une solution miraculeuse pour guérir la fatigue. Je crois que si vous êtes présent et que vous écoutez ce webinaire, vous savez déjà que ça n'est pas le cas. Par contre, on a quand même de véritables pistes pour améliorer la fatigue. Et je pense qu'une démarche un peu carrée, un peu standardisée, me paraît vraiment essentielle pour être sûr de ne pas passer à côté de causes qu'on pourrait éventuellement traiter de manière simple. Alors, avec Philippe Mertz, qui est actuellement chef de clinique, on a discuté assez longuement, puis on a proposé cet algorithme qui est maintenant publié. Il y a un petit QR code en haut de l'écran. Si vous le screenez avec votre téléphone portable, vous aurez automatiquement la publication dans votre téléphone. Donc, ça pourra vous intéresser, je pense, même si c'est en anglais au départ. Et vous voyez que sur cette diapo, je vous parle du lupus systémique parce que je m'occupe pratiquement essentiellement de patients lupiques. Mais vous pouvez en fait remplacer le mot lupus par n'importe laquelle des maladies dont on discute aujourd'hui, des maladies auto-immunes ou des rhumatismes inflammatoires. Ce qui est sur cette diapo reste vrai. La première chose, c'est je crois qu'il ne faut pas passer à côté de choses simples et notamment de petites maladies ou comorbidités qui peuvent déclencher de la fatigue dans le contexte des maladies inflammatoires. Et pour ça, je pense que c'est important d'aller voir son médecin traitant et de discuter avec lui de la possibilité de faire un petit bilan de débrouillage. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'il faut faire ce bilan? Pour moi, lorsque la fatigue est simplement passagère, qu'elle est réactionnelle à un événement de la vie qui est évident, bah, tout le monde serait fatigué, on n'a pas de nécessité de faire un bilan approfondi. Par contre, si la fatigue devient quotidienne, qu'elle a un retentissement particulier sur la capacité à réaliser des actions dans la vie quotidienne, je pense que c'est là où il faut aller voir son médecin traitant et solliciter un petit bilan de débrouillage. Et ce bilan, bah, il prend la forme d'un examen clinique, vérifier qu'il n'y a rien de très anormal, et puis également d'une prise de sang simple. On va vérifier qu'il n'y a pas une anémie, par exemple, hein, c'est vraiment une cause très classique de fatigue, qu'il n'y a pas un diabète qui s'est installé, par exemple à l'occasion d'un traitement par les corticoïdes, que la thyroïde fonctionne bien, voilà, que le foie fonctionne, le calcium est normal. Donc un petit bilan finalement assez simple du domaine de la médecine générale qui permettra déjà de répondre à la question est-ce qu'il y a une anomalie sous-jacente ou pas. Lorsque ce bilan est normal, ben, je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin et tout dépend de l'activité de la maladie inflammatoire, de la maladie auto-immune. Lorsque la maladie est active, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une poussée articulaire ou une poussée cutanée ou une atteinte du rein, par exemple, hein, dans le domaine du lupus, la maladie est active. Et à ce moment-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il est assez normal, c'est-à-dire attendu, qu'il y ait une fatigue liée à cette activité de la maladie. Et la possibilité de traiter eh bien, va être de traiter les manifestations actives de la maladie et de manière assez logique, ça va permettre de mieux contrôler la fatigue. Les choses sont plus compliquées, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la maladie auto-immune ou inflammatoire n'est pas active. Là, il y a un bilan à réaliser, un bilan un peu complet pour essayer de trouver s'il y a un déterminant ou une explication possible. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il y a une douleur chronique? Est-ce qu'il y a un contexte psychologique particulier qui est normal, réactionnel, hein, de l'anxiété, de la dépression? Est-ce qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil? Tout ça, c'est des choses qu'on peut discuter avec son médecin traitant. Habituellement, il vous connaît depuis longtemps, il y a une relation de confiance qui s'est établie et qui, je pense, permet d'aborder ces thématiques avec pas mal de facilité. Et puis, lorsqu'on ne trouve pas de volet spécifique sur lequel agir, pas de cause particulière, et qu'on reste finalement dans le contexte d'une fatigue inexpliquée associée à une maladie inflammatoire, et on peut proposer un certain nombre d'interventions ciblées. Donc ça, je serais très heureux qu'on puisse en rediscuter tous ensemble tout à l'heure. Mais je crois que vous connaissez déjà une partie de ces interventions. Ça peut être, par exemple,
une supplémentation en vitamine D lorsqu'il y a une carence en vitamine D. Il y a quelques articles qui trouvent qu'il y a une association avec le niveau de fatigue. Donc ça, c'est un petit moyen, mais qui est essentiel à activer. Il y a bien sûr l'activité physique adaptée. Je pense qu'on en reparlera, mais la FAI2R a déjà fait un webinaire sur cette thématique que vous pouvez consulter en ligne. Donc, comment adapter l'activité physique au contexte de la fatigue? C'est une question qui revient souvent et je pense qu'il est essentielle. Et puis après, il y a d'autres moyens de prise en charge globale. Je vous propose par exemple de regarder la diapositive suivante. Personnellement, je pense que beaucoup des avancées qu'on peut faire dans le domaine des maladies inflammatoires, on peut les faire finalement chez soi au travers de la médecine digitale. Je m'explique. Vous avez tous fait l'expérience d'une consultation chez le rhumatologue. Au cours de cette consultation, il faut discuter avec votre médecin rhumatologue, il faut qu'il y ait un examen clinique, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise concernant les traitements, refaire les ordonnances, parfois dicter un compte-rendu, et tout ça dans un temps qui est très court, qui est de l'ordre d'une vingtaine de minutes ou parfois 30 minutes. Et on comprend bien que la fatigue, c'est quelque chose qui nécessite une prise en charge dans le suivi, qui nécessite une évaluation approfondie qu'on ne peut pas réaliser en 15 minutes ou en 20 minutes. Et donc, je suis vraiment persuadé que toute une série d'outils qu'on peut déployer à domicile quand on en a besoin vont nous permettre à l'avenir d'améliorer la fatigue. Et on vient de terminer un gros travail international qui s'appelle LIF, d'un outil digital qui permet à chaque patient d'évaluer son niveau personnel de fatigue et de justement mesurer ses prédicteurs de fatigue, l'anxiété, la dépression, etc. Alors, c'était un projet de recherche, mais ça sera déployé de manière très large dans les rhumatismes inflammatoires dans les mois à venir. Je pense que c'est une piste qui pourra intéresser une grande partie d'entre eux. Voilà, je vous remercie. Puis je repasse la parole à mon collègue, le professeur Tran. Professeur Laurent, je me permets une petite question très rapide en attendant la présentation. L'appli LIF dont vous parlez, est-ce que ce sera uniquement spécifique sur le lupus ou est-ce que ça pourra être adapté à d'autres maladies rhumatismales? Alors, merci beaucoup, c'est une très bonne question. LIF a été déployé comme un travail de recherche qui est maintenant publié et qui était au départ dans le domaine du lupus, exclusivement réservé ou à l'attention des patients atteints de lupus, c'est la maladie dont moi je m'occupe essentiellement. Mais on a bien compris qu'il y avait un intérêt qui est un intérêt bien au-delà de la maladie lupique dans tous les rhumatismes inflammatoires. Et Absolument. donc, LIF version 2 est en cours de déploiement de manière beaucoup plus générale sur les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes. Je pense que c'est vraiment un outil très, très important et qui sera très apprécié et appréciable pour les patients, pour les aider aussi à suivre peut-être leurs symptômes, l'évolution de leur maladie, etc. Je pense que ce sera vraiment très utile, surtout. On manque, je pense, d'outils comme ça. Peut-être faire un petit stop question. Professeur Arnaud, une petite question. On va laisser pour l'instant professeur Tran essayer de voir ses problèmes. Une participante demande, et c'est étonnant, elle parle de fatigue musculaire alors que sa fatigue est stable. Elle ressent une fatigue musculaire et elle demande pourquoi elle ressent une fatigue musculaire alors que sa fatigue est stable. Est-ce qu'on peut compartimenter comme ça pour vous, est-ce qu'une fatigue musculaire est une fatigue ou est-ce que c'est une douleur? Alors, bon, c'est une question qui est pertinente, mais la réponse est évidemment difficile parce qu'elle est très individuelle. Bien La sûr. notion de fatigabilité ou de fatigue musculaire, ça a un sens en médecine, et c'est en lien avec voilà, la diminution de la force. Donc, dans cette situation particulière, c'est évidemment difficile de commenter, mais ça pourrait suggérer dans certaines maladies une activité de la maladie inflammatoire. Et donc ça, par exemple, dans le cas d'une myopathie inflammatoire, on peut faire déjà un petit bilan de débrouillage en mesurant certains paramètres simples sur une prise de sang comme les CPK, les CK, les enzymes musculaires. C'est important, lorsqu'on ressent comme ça ces courbatures ou cette faiblesse musculaire, de vérifier si ce paramètre est normal. Donc ça, pour moi, ça fait partie du bilan, entre guillemets, de débrouillage qui peut être fait dans une consultation de médecine générale, par exemple, ou par votre rhumatologue spécialisé s'il vous suit pour une maladie musculaire. Très bien, merci. Est-ce que vous voyez Professeur le Tran, département? oui, c'est bon pour nous. Si c'est bon pour vous, on vous laisse le... Excusez-moi pour l'incident. Alors, les causes de fatigue. Donc, chez l'enfant, il y a un rythme de vie, même pour l'adulte, un rythme de vie trop intense. Chez l'enfant, c'est surtout les concentrations pour les apprentissages, les activités extrascolaires. Donc, quand il y en a trop, il faut alléger le programme pour les enfants.
des nuits trop courtes. Vous savez qu'un enfant a besoin de dormir entre 8 et 12 heures par nuit. Les couchers trop tardifs, les temps trop importants pour les jeux vidéo, les télévisions ou les téléphones portables, il faut les limiter. Ça permet de diminuer la fatigue. Un environnement sécurisant pour les enfants, les disputes intrafamiliales ou gérer surtout harcèlement scolaire, hein, surtout que les enfants, quand ils sont malades, ils peuvent avoir une stigmatisation ou une différence, gérer la différence avec les autres, ça pourrait être stressant pour l'enfant. Voilà, donc ça, il faut penser dans les causes de fatigue et bien sûr la cause organique que le professeur Laurent Arnaud a bien expliqué, il faut absolument stabiliser la maladie et enlever tout ce qui est possible, douleur, inflammation et les effets secondaires des traitements. Voilà, ça c'est des causes de fatigue. Une fois qu'on a vu les causes de fatigue, on va essayer d'y remédier. Alors, pourquoi je parle de méditation? Parce que méditation, c'est quoi? C'est être conscient seulement de l'état dans lequel on est. C'est tourner vers son regard et vers l'intérieur pour voir, alors, au point de vue physique, qu'est-ce que j'ai? J'ai mal. Est-ce que je me sens, comme tout à l'heure, la patiente qui a demandé pourquoi je me sens, c'est dans mes muscles que ça se passe. Oui, OK, parce que les sensations désagréables se trouvent au niveau musculaire. Voilà. Observez ce qui dans le corps, ça se passe, hein. Ça peut se passer ailleurs, hein. Voilà. Et puis, au niveau psyché, ça veut dire, avec ces sensations pénibles-là, quelles sont les pensées qui arrivent au niveau de mon mental? Parce que souvent, quand j'ai mal, eh ben, je me sens diminué, je me sens nul, etc. Et puis, on observe l'interaction entre les sensations corporelles et la production mentale des pensées. Et une fois qu'on a vu que la sensation pénible peut engendrer les pensées pénibles, et vice-versa, les pensées de dépression engendrent des sensations pénibles dans le corps, eh bien, à ce moment-là, on peut utiliser le corps pour soigner l'esprit et utiliser l'esprit pour soigner le corps. Alors d'abord, il faut connaître son état physique et mental. Et c'est très simple. Vous regardez ça, la météo intérieure. Actuellement, vous êtes dans quel état de météo intérieure? Les adultes, les enfants, vous pouvez répondre à ça. Est-ce que c'est soleil? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est nuageux? Est-ce qu'il y a l'orage? Voilà, au point de vue corporel, au point de vue mental et émotionnel. Et d'abord, bien dormir. Bien dormir, ça veut dire quoi? Ça veut dire dormir en chassant toutes les idées noires et en chassant tout ce qui peut nous préoccuper. Et ça, c'est la relaxation profonde. La relaxation profonde, c'est quoi? On revient vers la respiration consciente. Donc, on coupe le flux des pensées. Et une fois qu'on a coupé le flux des pensées, on revient vers le corps et on porte l'attention sur chaque partie du corps et on relâche partie par partie. Une fois qu'on a fait 2 tours comme ça, le corps, il est dans un état de sommeil profond, même s'il ne dort pas. Hein. On ne pense pas et tous les muscles sont relâchés. Et ça, c'est une relaxation profonde et on récupère de la fatigue même si on ne dort pas. Donc ça, c'est le premier exercice que j'apprends aux enfants. Le deuxième, c'est le scanner corporel. C'est la même chose que la relaxation, mais on peut le faire assis. Et là, j'encourage les enfants à le faire après le repas de midi, parce que le matin, la matinée, ils ont travaillé, ils sont fatigués, ils se sont concentrés, et un petit scanner corporel qui dure 7 minutes permet de récupérer de la fatigue du matin. Gestion de la douleur. Bien sûr, la douleur, vous avez la composante physique qu'on peut enlever par les médicaments, mais il y a aussi des moyens non médicamenteux. Par exemple, ici, c'est l'hypnose. Hein. Douleur aiguë, on peut transporter le patient ou la patiente par l'auto-hypnose, se transporte dans un contexte un peu plus agréable et qui permet de faire sécréter des endorphines, de la morphine endogène et ne plus avoir mal, ne pas fixer sur la douleur. Et dans la douleur chronique, surtout la fibromyalgie, il y a une technique de regarder, apprentissage à regarder la manifestation des sensations tout le long du corps, des sensations différentes dans les différentes parties du corps, et regarder comment les sensations y passent. Et quand on ne focalise pas sur telle ou telle sensation, les sensations de nature même y passent. Et avec ça, la fibromyalgie disparaît chez l'enfant. Hein.
Et puis après, il faut gérer des problèmes psychologiques, hein, la fatigue mentale. Et ça, c'est des exercices que j'appelle méditamour. C'est autocompassion. On peut s'aimer soi-même. On peut faire des exercices pour se consoler soi-même et pour augmenter l'estime de soi. Gestion de la nutrition. Bien sûr, quand on n'est pas bien et quand on est limité dans les mouvements, etc., on est porté sur la nourriture. Et la nourriture peut rendre un surpoids, etc., ou l'absorption trop de choses sucrées peut faire des pics d'insuline et donner des coups de pompe juste après. Donc, gestion de la nutrition, méditagout. On mange, on se concentre sur ce qu'on mange pour avoir du plaisir et absorber exactement ce qu'on a besoin et pas plus. Gérer les ruminations, ça, méditacool. Méditacool, c'est quoi? C'est l'apprentissage à observer le mental. Observer telle sensation engendre tel type de pensée. Et bien, quand la pensée apparaît, on ne va pas donner cours à cette pensée-là, donner cours à la rumination qui va nous amener à la dépression. On regarde juste la pensée et on la laisse passer, comme le courant qui emporte les feuilles. Et puis, il faut bouger, mais bouger sans avoir mal. Et ça, c'est la marche méditative. Ça veut dire que quand on marche, on est toujours concentré sur la respiration. Il faut être conscient du corps et ce moment-là se relâcher pour que la paix arrive en même temps qu'on bouge. Médite à marche, inspire un pas, inspire deux pas, inspire trois pas, expire un pas, deux pas, trois pas, etc. Et on se relâche. La même chose quand on monte les escaliers. Quand on monte les escaliers, on est concentré sur les sensations du pied sur les marches et on se relâche. Comme ça, on n'est pas essoufflé quand on monte les 4 étages. Médita sprint, quand on court, c'est pareil. Et médita sport, bien sûr. Et tout ça, je l'ai réuni dans un ouvrage qui s'appelle Méditation. Il y a 20 situations cliniques avec toutes les situations dans les maladies chroniques. Il y a 14 méditations détaillées avec des conseils pour bien pratiquer et bien sûr un flashcode pour l'enregistrement. Une fois que l'enfant a appris à ça, il peut être autonome parce qu'il a l'enregistrement sur son téléphone portable et il peut utiliser à chaque heure de la journée. Et puis maintenant, vous dites qu'on sent qu'on n'a pas d'énergie. Alors, comment ramener l'énergie dans le corps? Eh bien, chez les Chinois, hein, dans la médecine chinoise, il y a le qi qui est l'énergie vitale. Et pourquoi l'énergie vitale ne circule pas? Eh bien, il y a des techniques millénaires qui permettent de faire circuler l'énergie, de préserver l'énergie, qui s'appelle le Qigong. Et Meditamove, c'est 10 méditations en mouvement pour apaiser les émotions et assouplir les articulations et le corps. Quand un enfant il a des nuages qui s'amoncellent dans son ciel, eh bien, premièrement, souffler sur les nuages. Souffler sur les nuages, ça veut dire revenir vers la respiration consciente. Et en montant les bras, inspire, je monte les bras, expire, je descends les bras. Une fois qu'on a respiré consciemment et il reste encore des nuages, et à ce moment-là, on va chasser les nuages par un vent fort, qui est une technique de inspiration, expiration, glotte bloquée, une petite apnée pour augmenter la concentration et une expiration. Cet exercice-là, en faisant 6 mouvements, immédiatement, le corps s'échauffe et on sent un bien-être et une chaleur dans le corps est prêt. Et si on est fatigué, se dérouiller, eh ben, ce mouvement-là qu'on fait de façon spontanée quand on est fatigué, on s'étire, toucher le ciel et la terre dans le sens vertical et regarder en arrière. Ceci, dans la médecine chinoise, on actionne l'axe des méridiens de l'énergie et qui permet de régulariser les émotions. Ici, le mouvement de bander l'arc et viser l'aigle, ça ouvre le cache thoracique dans le sens horizontal et qui permet de développer l'énergie dans l'autre sens. Donc, après l'axe vertical, l'axe horizontal. Et puis la colère. La colère, c'est quoi? On sent chaud
c'est une sensation de chaleur au niveau du visage, on est rouge, hein, et puis on a envie de crier, on a envie de, de, de broncher. Eh bien, il y a cet exercice qui est le dragon crachant le feu du cœur. On inspire et quand on expire, on bascule la tête de l'autre côté. Et ça permet en 6 mouvements, la colère disparaît. Et la colère, on a envie de tout casser. Et quand les enfants ils sont en colère contre les sensations pénibles du corps, la fatigue, ils chouinent. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vas dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre pour quoi faire? Pour casser les jouets. Alors, si il a envie de tout casser, eh bien, les griffes du tigre. Les parents mettent les mains comme ça et les enfants, ils vont cogner. Mais il ne faut pas résister. Ça veut dire qu'on absorbe juste le choc. Et l'enfant va donner toute son agressivité sur les mains des parents qui reculent. Et après quelques mouvements, la colère disparaît et le contact pendant la colère de l'enfant est le contact entre les parents et l'enfant est toujours maintenu malgré la colère. Et une fois que la colère disparaît, il reste que les bras pour prendre l'enfant dans ses bras. La peur, c'est quoi? La peur, c'est on a froid dans le dos, n'est-ce pas? Le froid dans le dos, dans la médecine chinoise, c'est il y a un vide du rein. Il n'y a pas assez d'énergie dans le rein. Eh bien, il y a des exercices ici pour tonifier le rein et le bambou dans le vent et on masse les reins et puis après, on fait ce mouvement-là. Tout ce mouvement-là respecte l'axe du corps et j'ai regardé pour les rhumatismes articulaires, pour les rhumatismes inflammatoires, ces exercices-là sont tout à fait praticables sans risque, même sur un fauteuil roulant. Et ces exercices-là sont adaptés pour les enfants et pour l'adulte. Et bien sûr, dans ce livre, il y a un tuto en dessin animé. Donc, après un apprentissage en consultation, les enfants, le matin, ils mettent le dessin animé et en 10 minutes, ils font les 10 exercices et ils sont en forme. Alors, pour ceux qui ne se sentent pas très énergiques le matin, en faisant ça, vous allez vous échauffer. Parce que ces exercices-là, les moines de Shaolin, du Kung Fu, ils utilisent le matin en se réveillant pour tonifier leurs muscles, tonifier l'énergie et apaiser les émotions. Donc, pourquoi ne pas utiliser pour nos patients? C'est très simple. Je vous remercie. Merci, professeur Tran. Écoutez, je ne sais pas pour les autres, mais moi, vous m'avez convaincu de cette connexion entre l'esprit et le corps et je vais vraiment me pencher sur le sujet. Beaucoup de questions nous arrivent, hein, à la fois dans la chat box et nous sont parvenues. Donc là, merci bien sûr à tous les deux pour toutes ces précisions médicales, organiques. Guillaume, Élise, j'ai envie de partager avec vous pas mal de questions d'une manière globale sur la fatigue au quotidien. Vous qui, hélas, avez de nombreuses années de maladie derrière vous, comme on l'a évoqué. On a eu beaucoup de questions. Anne-Claire, par exemple, qui explique qu'elle a réduit son activité professionnelle à un temps partiel, mais malgré ça, elle est toujours très fatiguée. Patricia, qui demande si on peut être de plus en plus fatigué avec une maladie de style. Euh, Est-ce que vous, Guillaume, Élise, vous pouvez nous faire part de votre adaptation au quotidien, de ce que vous mettez en place pour concilier et gérer votre vie de jeune, de jeunes adultes, étudiants pour Élise, jeunes adultes pour Guillaume? Qu'est-ce que vous pouvez dire très concrètement au quotidien à nos patients qui nous écoutent? Alors, bonjour, déjà merci de nous avoir invités. Je sais pas si Guillaume veut commencer ou je commence, peu importe. Comme tu le sens, écoute, t'as l'air plutôt bien parti, mais si tu veux que je commence, comme tu le sens. Non, bah, alors moi déjà, pour revenir à ce qui a déjà été dit auparavant, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de garder une activité physique adaptée. J'ai toujours fait de la danse, donc j'en faisais avant mon diagnostic et j'ai pu en fait adapter petit à petit ma manière de pratiquer ce sport. Et même si ça me fatigue quand même beaucoup, faut en être conscient. C'est quand même, je trouve, une bonne fatigue qui me permet le soir, moi je le fais en fin de journée,
Et pourtant en milieu de semaine, mais le soir, ça me permet de m'endormir plus facilement parce que j'ai quelques difficultés à l'endormissement. Et c'est un vrai repos pour moi, contrairement à une fatigue qui pourrait être plus mentale, où le corps en soi n'est peut-être pas si fatigué que ça et c'est plus difficile de s'endormir. Alors, Élise, merci. Élise, c'est très important ce que vous venez de vous dire parce qu'on a eu des questions sur le sport et l'activité physique, et notamment Antonella qui nous dit que, comme bien sûr probablement 100% des patients, on lui conseille de faire du sport, mais elle dit pour moi c'est impossible. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, Élise, pour la convaincre, pour essayer de l'aider? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Antonella? Bah, déjà, faut y trouver du plaisir avant tout, parce que c'est sûr que, enfin, oui, il faut y trouver une passion, une envie. Moi, je sais que même dans des périodes très difficiles, vraiment de douleurs très très présentes à être alitée, aller à la piscine, la natation, ça a été quelque chose de vraiment qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'on n'a pas le poids du corps, Oui. peut-être un peu moins les douleurs personnellement des articulations. Donc, je sais que c'est ce qui souvent est conseillé d'ailleurs, la natation. Et moi, perso, ça m'a pas mal aidé. Après, faut être conscient que chaque sport, en fait, en soi, peut être adapté. J'ai déjà fait du tir à l'arc en fauteuil roulant. Enfin, tout est possible, en fait. Tout est faisable. Et le sport aussi chez soi est envisageable à travers. Alors moi, je suis une grande adepte des jeux vidéo et je sais qu'il y a des casques de réalité virtuelle qui permettent en fait en soi de s'amuser et de garder une activité physique. Il y a des jeux qui permettent de nous faire bouger et en fait en soi l'amusement enlève un petit peu à la douleur. Faut le dire, hein, le moral ça Le aide. professeur Tran acquiesce et je pense que du coup c'est intéressant ce lien avec les jeux vidéo parce que ça nous fait aussi le lien entre l'enfant qu'on a quand même largement évoqué et l'adulte. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision de votre vision du jeu vidéo. Et en parlant d'activité physique, on a une étudiante kiné qui est avec nous ce soir. Et c'est super parce qu'elle se demande quel rôle elle peut jouer pour accompagner les patients dans la gestion de la fatigue en séance. Et cette fatigue en séance, plusieurs questions ont été posées. Élise, comment vous gérez la fatigue de l'après-séance? Puisqu'on a plusieurs participants qui nous disent que même en activité physique adaptée, après, c'est difficile. Comment vous gérez l'après-séance, le post-effort, finalement? Bah alors honnêtement, moi j'ai bien calculé mon planning, c'est que je fais le sport souvent le soir. Enfin, je termine à 21 heures. Donc après, je prends mon repas, je laisse le temps de redescendre et je vais me coucher directement. Donc si besoin, je masse un petit peu ce qui est douloureux ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai plutôt bien calculé le truc. Je sais pas si Guillaume, lui, a d'autres conseils. Alors je voulais rebondir justement sur cette question, sur le comment gérer l'après-séance, comment gérer l'après-sport. Euh, alors, malgré le fait que je sois quelqu'un qui soit en général pas mal dans le contrôle, hein, disons ce qui est, j'aime bien, voilà, essayer de maîtriser un petit peu ce que je fais. L'après-séance de sport, ça fait vraiment partie des moments où je m'accorde le fait de ne pas gérer les choses, de ne pas contrôler les choses. C'est que, comme ils disent en fait, j'organise ça surtout en fin de journée, en début de soirée, de manière à ce que bah, après, ce soit un temps dédié au repos et à ce que justement, cette, cette fatigue induite par le sport dont Elise parlait, je la laisse s'installer en quelque sorte. Je laisse un petit peu, enfin, je la laisse un petit peu prendre le pas, un petit peu prendre le pas sur la fatigue que je ressens au quotidien pour essayer d'avoir bah, justement ouais, ce temps de repos, disons ce qui est. Et je me permets également de revenir un tout petit peu en arrière, de rebondir sur la question alors, de l'étudiante kiné, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu, qui est parmi nous ce soir, euh, où elle posait la question de quel rôle elle pouvait jouer dans l'accompagnement des patients au niveau de la fatigue en séance. J'ai pas ou peu d'éléments de réponse à apporter, mais plutôt une autre question à poser. C'est quel rôle au pluriel elle peut jouer dans ces cas-là? C'est que ce, comment dire, ce rôle de kiné, cette prise en charge en kinésithérapie,
est-ce qu'elle peut pas prendre plusieurs formes, justement, pour essayer d'accompagner, pallier, même si pallier, c'est peut-être un bien grand mot, mais d'accompagner, d'étayer les personnes dans leur gestion de la fatigue et dans les différentes formes que cette fatigue peut prendre, typiquement. Bon, merci Guillaume. En tout cas, ce qui est intéressant, et merci, je me permets de vous citer Cassandra, merci d'être avec nous parce que c'est vous aussi qui allez nous accompagner. Donc, votre intérêt est très important pour les patients. On a eu beaucoup de questions, Élise et Guillaume, sur l'origine de la fatigue. Elisabeth notamment qui se demande comment savoir si la fatigue provient de la maladie auto-immune. Anne-Lise qui demande si sa fatigue est liée à la maladie, au traitement, à la vie de tous les jours. D'après vous deux, votre expérience, et peut-être on demandera ensuite à professeur Tran, j'ai vu qu'il avait levé la main, pardon, et professeur Arnaud, est-ce qu'on peut faire le tri dans toutes ces fatigues selon vous? Guillaume, est-ce que vous sentez Alors, différentes fatigues? La fatigue liée à la maladie, la fatigue liée au traitement, la fatigue du boulot? Alors c'est là, encore... c'est drôle que c'est drôle que vous preniez cette question en premier parce que c'est une question dont on a beaucoup discuté avec Élise il y a quelques jours. On s'était retrouvés pour discuter un peu des questions. L'idée n'était pas tant de les préparer, mais de savoir s'il y en avait qui nous parlaient plus que d'autres. Et justement, c'est nous dont on a beaucoup parlé. Eh ben voilà, ça tombe à Euh, pic. c'est c'est au final, en fait, on en est de mon expérience à moi, de ce que disait Élise, n'hésite pas à me corriger si j'ai des bêtises, hein. Et puis d'autres témoignages que j'ai pu recueillir jusque-là. Il y a, il y a, enfin, j'ai l'impression de toujours retrouver un peu ce truc de les différents types de fatigue se confondent, en fait, avec le temps. Enfin, avec le temps. Pas avec le temps, mais se confondent au quotidien, dirais-je. Sur, comment dire, sur une journée, en fait, on va avoir de la fatigue qui peut venir, qui peut venir de la pathologie, des douleurs, du stress, de nos états émotionnels, euh, du boulot, de nos capacités de concentration qui commencent à s'éroder avec la journée. C'est toutes ces sources-là de fatigue. Au final, au final, c'est un peu comme ajouter de l'eau dans une bassine avec plusieurs robinets. Ça reste de l'eau. Ça reste de la fatigue, par extension. Donc, on va avoir plusieurs types de fatigue qu'on va ressentir, mais qui vont pas tant être déterminés par l'origine de la fatigue, qu'est-ce qui va l'avoir causée, mais plutôt comment elle va se manifester. Euh, donc, tout ça pour dire qu'au final, comment distinguer une fatigue qui provient de la maladie ou qui provient d'autre chose Ouais, selon vous, peu à importe au l'échelle, final. Au mais, final, peu importe. mais voilà, là, je me permets de reprendre du coup la question plus spécifiquement d'Elisabeth. C'était c'est ce côté, personnellement, je ne saurais pas les différencier, mais j'y arrive tant bien que mal au quotidien d'une façon expérientielle, on va dire. C'est que, voilà, je vais savoir, depuis X années que je suis malade, je vais savoir que, je vais savoir que, euh, telle ou telle douleur, tel ou tel symptôme, tel ou tel état de stress va provoquer une fatigue plus ou moins importante, et ça va plus ou moins peser dans la balance de la fatigue que je vais ressentir à la fin de la journée. C'est vraiment, c'est expérientiel, ni plus ni moins. C'est avec les années, à force d'avoir ressenti telle ou telle chose des dizaines, des centaines de fois que Alors, on va finir par le reconnaître. si je peux revenir sur justement cette discussion qu'on a eue qui était très intéressante, je me souviens qu'on avait quand même évoqué la fatigue des traitements, qui ça par contre on Ouais. arrive quand même vachement bien à Voilà. l'identifier. Donc Guillaume et moi on a le même traitement, on est sous biothérapie, sous Symphony. Et en fait on s'est rendu compte sans jamais en discuter qu'on organisait de la même manière notre prise de traitement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on fait notre injection le vendredi soir parce qu'on sait pertinemment que les jours d'après seront des jours de fatigue. Donc, on préfère privilégier un week-end où on pourra s'écouter, on pourra avoir un rythme un petit peu plus lent. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même une des fatigues qu'on arrive à différencier et c'est notre solution, on va dire, c'est en fait de s'organiser autour pour
on sait que si on garde ces 2 jours de repos, 1 ou 2 jours, le reste de la semaine sera plus simple. Parce que moi, perso, j'ai déjà expérimenté de me dire, allez, on y va, tant pis, on dormira ce soir. La semaine Non. après était très difficile. Ouais. Mais c'est Ouais, ça, donc en fait. Ça se ça, fait à c'était. partir d'expérience. Merci Élise, parce que ça a été, c'est revenu plusieurs fois. Avant de vous donner la parole, professeur Tran, je voudrais juste revenir sur la thématique des traitements. On a eu beaucoup de questions sur les fatigues liées au traitement. Donc, je pense que Élise a donné quelques éléments de réponse. Professeur Tran, il y a une question, encore une fois, bon, on a beaucoup abordé les traitements auparavant. Néanmoins, il y a une question de Delphine que j'ai envie de vous adresser, dont la fille de 12 ans a été diagnostiquée d'une maladie de Morphée en juin dernier. Elle était déjà, la jeune fille, extrêmement fatiguée, mais elle l'est encore davantage depuis le début de son traitement au mois de septembre. Comment l'aider, cette jeune fille? Est-ce que l'adaptation au traitement peut être temporaire? Enfin, est-ce que la fatigue provoquée peut être temporaire? Comment l'aider? Oui, bien sûr. Quand on commence le traitement, il y a des effets secondaires et puis ça peut donner de la fatigue. Mais bien sûr, après, on s'adapte. On s'adapte. Donc, immédiatement, je donne aux enfants les moyens, les outils pour s'adapter. C'est quoi? Ça veut dire que c'est quoi une fatigue? La fatigue, c'est une sensation. La sensation, elle est là. Après, il y a une participation du mental dessus. Si vous avez, par exemple, aujourd'hui, vous avez mal ou vous êtes fatigué, et puis vous avez que des mauvaises nouvelles, la fatigue, elle est insupportable. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous avez que des bonnes nouvelles. La fatigue, elle est supportable. Donc, la participation mentale, la gestion mentale de la fatigue, elle est 50% de la réaction vis-à-vis de la fatigue. Donc, la fatigue en soi, si vous arrivez à ramener le mental à l'équilibre, vous baissez de 50% de la fatigue déjà. Je pose la question à Élise et à Guillaume tout à l'heure, j'ai levé les mains. C'est que quand vous faites du sport, à la fin de la séance du sport, comment vous ressentez dans votre corps? Bah alors personnellement, moi, parce que j'éprouve du plaisir aussi à faire ce sport, moi je me sens bien. Et c'est pour ça aussi que je le mets au milieu de la semaine. Ça me permet de couper les tensions qui ont pu venir et qui aussi en fait m'épuisent et je me dis j'arriverai jamais au bout de ma semaine. Et ça me permet un peu un redémarrage à zéro, de par justement cette libération d'esprit aussi, à travers le sport où je pense, je me suis dépensée physiquement, donc j'ai pu sortir toutes les émotions et tout ce qui travaille. Alors, Voilà. on a beaucoup de remarques sur le terme, en direct, là, dans les questions-réponses, sur le thème sport. Les participants préfèrent activité physique. Ils disent que le sport, ça peut faire peur. Donc, parler de sport et d'activité physique. Vous Euh, savez, professeur, quand vous avez ce bien-être-là, eh ben, prolongez ce bien-être-là. Vous avez fait une séance de sport. À la fin d'une séance de sport, il est absolument important que vous soyez proche de vos sensations. Quand vous avez arrêté à la fin, restez quelques minutes dans la position debout, dans la position assise et, et jouissez de cette sensation qui est bien-être dans votre corps et prolongez-le. Et quand vous rentrez à la maison, prolongez ce plaisir-là. Prolongez l'effet de l'endorphine qui est sécrété par là, et puis restez dedans. Restez dedans. Ne pensez pas à la fatigue après le sport, parce que la fatigue après le sport, c'est une anticipation, c'est encore une activité mentale. Et quand on anticipe quelque chose, ça va arriver. Et le stress arrive. Donc, restez dans le bien-être du sport et prolongez-le dans la soirée. Vous allez voir que ça, c'est un moyen pour faire diminuer la fatigue post-sport. Pour répondre à la kiné tout à l'heure, comment on accompagne les patients? C'est de la proprioception. Ça veut dire accompagner les patients dans la gestion des sensations du corps. Quel que soit le mouvement qui fait mal, eh ben, on va éviter. On va faire autrement pour que ça fasse pas mal. Les sensations qui font bien, les mouvements qui font bien, on va les utiliser.
que ce soit dans la marche, que ce soit dans le coucher, que ce soit dans le lever, que ce soit dans de l'activité physique, on est proche de notre corps. Et c'est là qu'on sait que c'est les mouvements qui nous font du bien et les mouvements qu'il faut éviter. Et dans la kiné, et même dans le médecin, moi, j'apprends à mes malades détecter les sensations et toujours regarder les pièges du mental. Parce que le mental, il anticipe le futur et il va empoisonner la vie et parfois, et souvent, le passé, il arrive et il empoisonne le présent. Rester dans le présent, ne pas être dans le futur qui est hypothétique et où notre mental anticipe des choses qui vont arriver et on va empoisonner notre futur et régler ce qui est de passé. Le passé, c'est le passé. Il est déjà passé et on s'occupe du présent. Et le présent, c'est quoi? C'est le corps, c'est le mental, c'est les émotions. Et les émotions, les sensations du corps et les pensées, ça change sans arrêt. Une fois qu'on a observé ça chez soi, on sait que quel que soit le mode de fatigue, quelle que soit la dépression, ça passe. Si on n'en fait pas un plat, ça passe. Essayez ça, vous allez voir. Une fois que vous avez essayé ça et que vous avez vu comment ça marche, vous êtes à l'abri pour toujours. Essayez. Merci, professeur. Merci beaucoup. Il est 19h04. Malheureusement, des tonnes et des tonnes de questions n'ont pu être répondues. Il nous aurait fallu peut-être 1 heure supplémentaire. Néanmoins, on va regrouper toutes ces questions et on les mettra, Virginie, Alexandre et toute l'équipe les mettront sur le site avec des réponses globales. Donc, j'espère que les participants ne vont pas être trop déçus. Avant de conclure, voici les outils disponibles à votre disposition sur le site de la filière FAI2R. Donc, encore une fois, pour prendre soin de soi. Je pense que le professeur Tran a bien expliqué la nécessité de prendre soin aussi de son mental, de son esprit. Donc, vous trouverez des ressources de yoga, d'hypnose, de méditation, de sophrologie sur le site de la filière. Donc, avant de conclure, si quand même on devait trouver un dénominateur commun au témoignage des patients ce soir, que ce soit avant et pendant le webinaire, il reste quand même un dernier petit point, c'est la communication. Comment expliquer cette fatigue harassante qui nous éprouve vraiment à l'entourage et au travail. Un des moyens à votre disposition sera de partager ce webinaire une fois qu'il sera en replay, pardon. Donc, vous pourrez le partager sur les réseaux sociaux, vous partager auprès de vos proches. Rappelez-vous que vos associations de patients, les associations de patients partenaires œuvrent avec leurs médecins et conseillers à une meilleure compréhension de nos maladies. Une dernière slide peut-être, Virginie, s'il vous plaît, pour leur rendre... voilà, donc les associations. Il est 19h06. Il nous reste à remercier du fond du cœur les professeurs Arnaud, Merci à vous. Anne, Guillaume et Élise, bien entendu, la filière et tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Le replay sera disponible. Encore une fois, partagez-le vraiment. Revoyez les slides, réécoutez les messages et prenez soin de vous. À bientôt.